Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire expat.com en partenariat avec VIA Wealth Management. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux solutions d'investissement dans l'immobilier en France pour les non-résidents. Il existe en effet une multitude de types d'investissements et nous vous proposons de faire le point sur ces différentes solutions et voir ensemble le top 3 de ces produits d'investissement immobilier. Alors pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Moller, expert en gestion de patrimoine, président et fondateur de VIA Wealth Management et également chroniqueur sur Sud Radio. Stéphane, bonjour. Bonjour Julie, bonjour à tous. Merci Stéphane d'être présent avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Alors un petit rappel pour vous qui suivez ce webinaire en direct, n'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long du webinaire. Vous avez un onglet questions prévu à cet effet, puisque en fin de webinaire, nous en sélectionnerons autant que possible pour pouvoir y répondre. Stéphane se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et si vous souhaitez écouter le webinaire sans entendre les notifications, n'hésitez pas à cliquer sur l'icône de la cloche qui se trouve en haut à droite de votre écran dans la fenêtre du chat. Voilà, Stéphane, je vous laisse vous présenter et nous parler de ces solutions d'investissement immobilier pour les non-résidents. Bonjour, je suis effectivement Stéphane Moller et je co-dirige, je suis associé dans un cabinet de gestion de patrimoine qui s'appelle VIA Wealth Management et qui est à Paris. Je reviendrai peut-être un petit peu plus longuement sur la présentation de ce cabinet à la fin de ce webinaire. Je propose qu'on rentre très vite dans le vif du sujet et qu'on s'attarde un peu, avec ceux que ça intéressera à la fin, sur des réponses à des questions peut-être plus pratiques qui feront suite à cette présentation. Cette présentation, c'est la seconde qu'on organise avec expat.com. Il y a 3 mois, on a fait un premier webinaire avec expat.com dans lequel on avait exposé les différentes solutions d'investissement pour les non-résidents. On avait passé en revue relativement rapidement les solutions d'investissement financières, les solutions d'investissement immobilières, et puis les différents ratios qu'il fallait entretenir ou avoir entre quelles sont les masses d'épargne qu'il fallait avoir et à quel objet, et puis comment est-ce qu'on pouvait investir sa capacité d'épargne résiduelle. Et on était arrivé à la conclusion que l'investissement de cette capacité d'épargne résiduelle trouvait un intérêt tout particulier à être investi dans l'immobilier, notamment dans l'immobilier locatif et notamment dans l'immobilier locatif acquis à crédit, pour pouvoir bénéficier de l'effet de levier de ces opérations. Alors, contrairement aux idées reçues, les expatriés peuvent parfaitement, les non-résidents de manière plus générale, peuvent parfaitement investir en France à partir du moment où ils sont français à crédit, moyennant des règles d'engagement qu'on va évoquer tout à l'heure. Les banques sont assez homogènes dans les services qu'elles offrent aux Français non résidents. Alors, je vais dérouler rapidement cette présentation. Donc, on a décidé de se limiter au top 3 des investissements immobiliers en France pour les non-résidents. Et le sommaire de notre présentation d'aujourd'hui est le suivant. Donc, on va découvrir qu'en France, et vous le savez sûrement, évidemment, il y a une pluralité d'investissements immobiliers possibles. On va passer ces différentes solutions d'investissement au filtre d'un certain nombre de critères qui sont la gestion locative, la fiscalité pour vous qui êtes non-résident, et puis la possibilité ou non de financer ces investissements. Vont ressortir de ces filtres 3 ou 4, on verra qu'il y en a qui débordent un peu de ce top 3 des investissements possibles. Puis ensuite, très rapidement, parce que ce n'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui, je vous ferai une présentation de VIA et de façon plus longue peut-être, on répondra à un certain nombre de vos questions. Je vais essayer de faire en sorte que cette première présentation ne dure pas plus de 20 minutes. Ça devrait nous permettre de mettre en perspective ces différentes options d'investissement et on va laisser plein de temps aux questions. On en a déjà reçu avant même le webinaire et vous verrez que certaines d'entre elles sont assez intéressantes. Alors en France, on a une caractéristique, c'est que très différente de beaucoup d'autres pays, il y a beaucoup de façons d'acheter de l'immobilier. On peut faire de l'immobilier nu, on peut faire de l'immobilier meublé, ça peut s'acquérir en direct, on peut mettre ça dans différents types de sociétés. Vous avez évidemment entendu parler des SCI à l'IS, des SCI à l'IR, des SARL de famille. Il y a cette idée qu'on peut avoir, c'est acheter ces immeubles de rapport,
d'immobilier locatif classique qu'on va pouvoir mettre en location. Il y a toute la galaxie des résidences de services, sur lesquelles évidemment on reviendra, les SCPI, les OPCI, qui sont en fait des produits hybrides entre des produits immobiliers et des produits financiers. On peut acheter en nue propriété, on peut acheter en viager. Donc on va revenir avec plus ou moins de détails sur chacune de ces options. Mais cette pluralité, elle est tout à fait intéressante, puisqu'en fait, elle va nous permettre de bénéficier d'avantages et d'inconvénients qui sont propres à chacune de ces options. Alors, il n'y a pas de produit miracle, il n'y a pas un produit qui est universellement meilleur qu'un autre. Sinon, évidemment, tout le monde achèterait la même chose, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et tout l'intérêt de notre métier, d'ailleurs, c'est d'être capable de décomposer et d'expliquer ces différentes options pour que chacun d'entre nous puisse rester dans sa zone de confort et acquérir l'immobilier qui lui convient. Et c'est ce qu'on va essayer, dans un cadre un peu général, de déterminer aujourd'hui. Alors, c'est quoi les critères de choix quand on est français non résident et qu'on veut acquérir de l'immobilier? Très probablement, le premier des filtres à appliquer, c'est d'essayer d'avoir de l'immobilier qui n'est pas trop compliqué en gestion. C'est-à-dire que déjà, gérer un locataire en direct quand il habite dans l'immeuble d'en face, ça peut s'avérer compliqué, tant en termes d'entretien de l'appartement que de recouvrement des loyers, etc. Donc, on aura tendance à appliquer un premier filtre qui est celui d'avoir une gestion locative simple, voire dans certains nombres de cas assez inexistante. Donc, on verra quand on aura passé l'immobilier à ce filtre, ce qui ressort des différentes options de gestion locative. La deuxième option, quand on est français, ou le deuxième filtre, quand on est français et qu'on est non résident, c'est d'essayer d'avoir une fiscalité assez douce. C'est-à-dire que on s'aperçoit que beaucoup de nos concitoyens, quand ils quittent la France, ils vont dans des pays dans lesquels la fiscalité est plus avantageuse que la fiscalité française. Donc, si c'est pour payer en France une fiscalité qui serait la fiscalité française classique et qui serait probablement plus importante que la fiscalité du pays de résidence, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ou en tout cas, ça amoindrit l'intérêt de faire des investissements immobiliers en France. Donc, on va aussi essayer de se focaliser sur des solutions d'investissement qui offrent une fiscalité nulle ou pour le moins atténuée par rapport à ce qu'on pourrait trouver classiquement en France. Et puis, l'autre élément qui nous paraît important, c'est de se focaliser sur des produits d'investissement qui sont plus ou moins faciles à financer, parce que l'un des avantages de l'immobilier locatif, c'est précisément de pouvoir être acquis à crédit et qu'on s'aperçoit qu'il y a des options d'investissement qui sont beaucoup plus faciles à financer que d'autres. Et c'est intéressant pour vous d'en avoir les métriques, c'est-à-dire de bien comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est susceptible de vous aider à vous orienter vers les bons produits d'investissement. Alors, quel est notre... On a débordé du top 3, on va très rapidement évoquer deux autres produits. Et donc, on a commencé par un top 5, même si on sera plus succinct sur les deux premiers vecteurs d'investissement. Alors, le premier produit qu'on a mis en 5e, quand on est non-résident, c'est de faire du viager. Viager, c'est un fantastique produit d'investissement. Le principe en est le suivant, c'est que j'ai un bien immobilier qui va rester habité par une personne âgée. On va estimer que cette personne âgée, elle conserve l'usage, le droit d'usage et d'habitation, c'est comme ça qu'on dit, de son appartement pendant une quinzaine d'années. Et donc, à ce titre, moi qui vais acquérir son appartement, mais qui n'en aurai pas la jouissance, je vais l'acquérir avec une décote de 50% par rapport à sa valeur. Une métrique qu'on peut parfaitement avoir en tête. Donc, un appartement qui vaudrait 200 000 €, je vais le payer uniquement 100 000 €. C'est le principal attrait du mode du fonctionnement du viager, mais il y en a beaucoup d'autres. Et ces 100 000 €, je vais le payer pour une part, on va dire la moitié, donc 50 000 € sous la forme d'un bouquet, et pour une autre part, sous la forme d'une rente, 50 000 € aussi, dont la valeur sera lissée sur l'espérance de vie de la personne âgée qui habite dans cet appartement. Il y a deux avantages majeurs à l'acquisition d'un appartement en viager quand on est non-résident. Le premier, c'est qu'on échappe à la difficulté du financement.
En fait, la personne âgée qui habite dans l'appartement, elle va jouer deux fonctions dans ce montage. D'abord, elle va jouer la fonction du locataire et finalement, la décote que l'on obtient, elle est la valeur actualisée des X années de loyer que l'on ne va pas percevoir. Donc, en fait, c'est comme si on les percevait le jour de l'acquisition de l'appartement. Donc, en ça présente un premier avantage. Alors, évidemment, avec cet aléa de cette personne âgée qui va vivre plus ou moins longtemps, et on verra que si on prolonge cette discussion, que cet aléa peut être lissé. Et puis le deuxième avantage, c'est que cette personne âgée qui habite dans votre appartement, elle fait aussi office de banquier, parce que finalement, c'est un peu comme si vous lui payiez l'appartement sous la forme de sa rente, de façon progressive. Et c'est extrêmement confortable quand on est dans des pays ou qu'on est dans des situations dans lesquelles il est compliqué d'obtenir des crédits. Et donc, et en plus, parmi les autres avantages, c'est qu'on échappe à toutes les problématiques de gestion locative, carence locative, entretien de l'appartement, etc., etc. Tout ça étant en fait à la charge de notre personne âgée qui habite dans cet appartement. Donc, c'est une vraie option à considérer à partir du moment où on a l'apport nécessaire pour pouvoir financer le bouquet que d'acquérir, et quand on est non-résident, un appartement en viager. Je ne serai pas plus long sur ce développement, mais il faut avoir en tête que ça existe. Dans la même veine, acquérir un bien immobilier en nue propriété, alors ça marche pour des SCPI ou ça marche pour de l'immobilier classique, est aussi complètement une option. Acquérir un bien en nue propriété, c'est extrêmement proche dans l'esprit que d'acquérir un bien en viager. C'est-à-dire que je vais être, mais là c'est pour une durée limitée dans le temps et connue à l'avance, je vais être privé de l'usage de ce bien. C'est-à-dire que si j'en démembre la possession, moi j'en aurai la nue propriété. Ça veut dire que quelqu'un d'autre en aura l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'usage et d'habitation. Et donc, comme je vais être privé de son usage pendant un certain nombre d'années, en général entre 15 et 20 ans, je vais là aussi, comme en viager, avoir une décote à l'acquisition de ce bien. Et donc finalement, au terme de cette période de démembrement, c'est comme ça que ça s'appelle, l'usufruit va s'éteindre, mon bien va être automatiquement remembré et j'aurai à nouveau le bénéfice de l'usage et l'habitation, donc de l'usufruit de ce bien. Alors, là, on est dans les mêmes caractéristiques que dans le viager, sauf que là, je n'ai pas de rente à payer et ça veut dire du coup que l'équivalent de la valeur du bouquet est de 50-60% de la valeur de ce bien. Mais l'autre avantage, comme pour le viager, c'est que je n'ai pas de fiscalité puisque je n'ai pas de revenus et qu'en France, on taxe principalement sur le revenu, que le bien en nue propriété ne rentre pas dans l'assiette de l'IFI. Et que là aussi, pareil, je n'ai pas de gestion locative, je n'ai pas de carence locative. En l'espèce, pour la nue propriété, je n'ai pas de taxe foncière alors que j'en ai pour le viager. J'ai aussi une modulation des charges qui est considérablement affaiblie pour la nue propriété. Donc là aussi, des systèmes d'investissement qui sont extrêmement faciles à entretenir quand on est à l'étranger et dans lesquels il y a finalement assez peu de surprises en matière de valorisation et de rendement. Alors, le seul point de difficulté de la nue propriété, c'est que cette acquisition de la nue propriété, elle est quelquefois un peu compliquée à financer, donc à acquérir à crédit. Et puis, elle n'est pas optimum en matière d'effet de levier, puisque à la différence, et on en parlera beaucoup au cours de ce webinaire, à la différence des solutions du top 3, je ne vais pas percevoir de loyer, puisque celui-ci a été initialement déduit de ma valeur d'acquisition, et donc je vais perdre une partie, je vais perdre une partie de mon effet de levier, et deux, ça va très fortement m'exposer en matière de taux d'endettement, puisque dans mon taux d'endettement par différence, c'est-à-dire entre la valeur du crédit que je paye, crédit plus les charges d'un côté, et les loyers que je vais recevoir de l'autre, je n'aurai pas d'atténuation de cet effet de levier avec le temps et je n'aurai pas ou peu le bénéfice de cette inflation qui va arriver là ou qui est sur le point de naître et dont on verra qu'elle est extrêmement profitable en matière d'investissement immobilier locatif à crédit.
Donc voilà, si on devait élargir un tout petit peu notre top 3 des investissements, j'y ajouterais volontiers la nue propriété et le viager. Alors, le troisième bien à rentrer dans ce top 3 est probablement relatif à la location meublée en colocation. Alors, pourquoi les deux et pourquoi faire de la location meublée en colocation? Alors, la location meublée, elle offre un avantage fiscal extrêmement significatif en France aujourd'hui, avec notamment la possibilité de bénéficier d'un régime d'amortissement de mon immeuble. L'amortissement de l'immeuble me permettant de passer une charge comptable, qui est une charge fictive, qui est vraiment une charge comptable, qui n'est pas une charge qu'on décaisse, et qui va venir neutraliser la fiscalité sur les loyers que je vais percevoir. Et donc, l'énorme avantage de cette solution d'investissement, il est fiscal. Il est que tant que je ne serai pas arrivé au terme de mon amortissement, alors je n'aurai aucune fiscalité sur les loyers que je vais percevoir. Le deuxième avantage est que, à la différence, je dis bien à la différence de la SCI à l'IS, je ne vais pas repousser ma fiscalité au jour de la revente de mon bien. Je reste assujetti à ce qu'on appelle la fiscalité des particuliers. Donc, ce n'est pas du tout comme dans une SCI où je vais bénéficier de l'amortissement, mais j'aurai une plus-value au jour de ma revente. Je vais bénéficier de cet amortissement, mais je n'aurai pas pour autant de plus-value comptable au jour de ma revente. Donc finalement, j'ai un peu le beurre et l'argent du beurre. Et ça, c'est tout à fait agréable d'un point de vue fiscal. Donc le principal attrait de ce type d'investissement, dont vous avez probablement tous entendu parler, de la location meublée, c'est probablement cette incidence fiscale de la location meublée qui est tout à fait attractive. Et puis, la colocation, elle m'offre deux autres avantages, c'est qu'elle va me permettre de booster le rendement de mon investissement, et ça, c'est pas neutre, puisque finalement, je vais avoir 3 locataires dans un espace défini avec un rendement qui sera globalement supérieur à celui que j'aurais si j'avais loué mon appartement à une famille. Et le deuxième avantage, c'est que si jamais j'avais à un moment une carence locative, c'est-à-dire un locataire qui devait me faire défaut, eh bien, je ne perds pas 100% de mes loyers puisque j'ai d'autres locataires en place et qu'au total, je vais avoir un rendement qui, lissé dans le temps, sera un peu supérieur et probablement plus attractif et plus régulier que dans le cadre d'une location classique. Donc, voilà probablement les avantages. On a aussi dans ce type de location des bons garants. Et puis, j'ai des biens qui sont des biens souvent assez patrimoniaux. Rien ne m'empêche, au contraire, de faire ce type d'investissement dans des biens qui sont des biens de centre-ville, bien placés et dont je pourrais tirer éventuellement une petite plus-value ou une plus-value plus confortable au jour de la revente de ces biens. Et donc, ça couvre plusieurs avantages d'être dans de l'immobilier classique, probablement assez rentable, avec une fiscalité relativement faible, voire nulle. Si on se met dans le top 2, c'est-à-dire qu'on augmente les filtres, probablement arrivent en top 2 tous ces investissements dans ce qu'on appelle des résidences de services. Alors de ça aussi, vous avez probablement entendu parler. Il existe 5 types de résidences de services en France aujourd'hui. Les EHPAD, qui sont des établissements pour personnes âgées dépendantes, les résidences de tourisme et les résidences affaires qui s'approchent beaucoup en termes de mode de fonctionnement des hôtels. Alors, nous, chez VIA, on a fait le choix de ne pas commercialiser d'EHPAD, de résidences de tourisme et de résidences affaires, mais il reste 2 autres typologies de résidences de services que l'on aime bien et avec lesquelles il nous arrive très régulièrement de fonctionner, qui sont les résidences étudiantes et les résidences seniors non médicalisées. Alors, les résidences, en fait, ces 2 types de résidences de services, elles présentent des avantages communs.
qui sont en fait d'être de l'immobilier très classique. Les résidences étudiantes, on va évidemment veiller à ce qu'elles soient à distance respectable de très grands campus universitaires, parce que si j'ai des étudiants, il faut que j'ai des facs, sinon ça ne sert pas à grand-chose, mais ça existe et il y en a de très bonne qualité, gérées par des exploitants de très bonne qualité. Et les résidences seniors, il y a des seniors un peu partout, évidemment, mais là aussi, on verra est-ce que ces résidences soient dans des agglomérations un peu significatives en termes de taille, sur des fonciers de bonne qualité, de sorte que ces deux types de résidences aient toutes les caractéristiques communes d'un immobilier complètement classique, et à la limite, en l'absence de ce bail commercial qui est la caractéristique principale de ces résidences de service, je pourrais quand même acheter ces appartements parce que je considérerais qu'ils sont de bonne facture et que je pourrais parfaitement compter sur le fait d'en tirer un bon rendement. La caractéristique de ces résidences de service, elle tient à la nature du bail en fait. À la différence d'un immeuble classique, dans lequel je vais avoir un locataire qui va me payer, qui va prendre à bail mon appartement avec un bail loi 88 classique, c'est-à-dire un bail de 3 ans renouvelable. Je vais là avoir un bail de nature commerciale. Et en fait, mon preneur à bail, ce n'est pas mon locataire en direct, c'est-à-dire ce n'est pas l'étudiant qui habite dans mon appartement, ni le senior qui habite dans mon appartement, c'est un exploitant, c'est-à-dire un gestionnaire hôtelier, en fait, qui va me payer un loyer, quel que soit le taux d'occupation de mon appartement et quel que soit son état. Et c'est extrêmement confortable pour moi parce que ça veut dire que je ne vais pas avoir de frais de gestion locative, ils sont déjà inclus dans la valeur de mon loyer, je n'ai pas d'aléas locatifs, je n'ai pas de carence locative et en général, je n'ai pas de frais d'entretien de mon appartement. De temps en temps et selon les exploitants, quand on renouvelle le bail, on peut être amené à racheter des meubles parce que comme dans le cas précédent, on fait là de la location meublée, ce qui est finalement assez attractif. Et éventuellement avoir des charges d'entretien de l'immeuble et comme pour de l'immobilier classique, la réfection de la toiture, le ravalement de la façade, etc. Il est important que ça reste à la charge du propriétaire que vous êtes pour entretenir votre immeuble et votre patrimoine, mais il y a très très peu de charges annexes qui viennent se greffer à l'entretien de cet immobilier. Et le bail commercial nous donne l'énorme avantage d'avoir lissé nos revenus. Alors, quelle différence avec le cas précédent? Dans les deux cas, on est dans une gestion en location meublée, et donc ça, c'est tout à fait agréable et confortable en matière fiscale. Et l'avantage complémentaire, j'allais dire, du bail commercial, c'est que là, je n'ai pas d'aléas de gestion et j'ai des charges qui sont un petit peu plus faibles. Alors, en fait, tout ça tend vers un rendement qui probablement est assez identique avec le cas précédent. Dans le cadre de la location meublée en colocation qu'on évoquait préalablement, je pars d'un revenu brut qui est probablement un peu supérieur, mais je vais avoir un peu plus de charges et donc je vais arriver à un rendement net, et ce qui est très important, un rendement net de fiscalité qui va tourner aux alentours de 4, 4,5 en fonction de différentes options d'investissement que j'ai choisies. Dans le cadre de ma résidence de service, je vais avoir moins d'écart entre le rendement brut et mon rendement net, parce que j'aurai moins d'aléas et moins de charges, et je vais arriver à des taux de rendement qui seront entre 3,5 et 4% net de tout, y compris net de fiscalité, ce qui est assez honorable compte tenu de la période dans laquelle on se trouve aujourd'hui en matière de rendement. Et on verra on va en parler après, que l'inflation va probablement considérablement, ou pourrait considérablement venir doper ces rendements. Et ça, ce sera le dénominateur commun en termes d'intérêt de tous les investissements immobiliers que l'on pourrait faire. Dernière option d'investissement dans notre top 3, c'est les investissements en SCPI. Alors, le business model, il est là un petit peu différent. Qu'est-ce que c'est qu'une SCPI? SCPI, ça veut dire Société civile de participation immobilière. Et en fait, ça part d'un constat qui est un constat très simple.
qui est de dire que l'immobilier commercial, donc acheter des murs de locaux industriels, acheter des murs de cliniques, acheter des murs d'entrepôts logistiques, acheter des murs de bureaux, un peu moins maintenant, mais ça reste relativement vrai. Acheter des murs de centres commerciaux, c'est beaucoup plus rentable que de l'immobilier résidentiel. Voilà. Tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, c'était de l'immobilier résidentiel, c'est-à-dire de l'immobilier dans lequel on habite. Et là, c'est plutôt l'immobilier dans lequel on travaille. Alors, c'est beaucoup plus rentable, mais le ticket d'entrée est beaucoup plus important si on veut avoir des biens qui sont de bonne qualité, probablement plusieurs millions. Et donc, évidemment, ce n'est pas à échelle humaine. Si vous êtes là, c'est que vous et moi, on ne peut probablement pas faire l'acquisition seule de ces biens commerciaux. Et donc, on a décidé, et ça existe depuis 1964, qu'on allait se mettre à plusieurs pour faire l'acquisition de ces murs de locaux commerciaux. Plusieurs, ça peut vouloir dire plusieurs dizaines de milliers d'entre nous pour acheter plusieurs milliers de mètres carrés de locaux commerciaux. Et en fait, on va mutualiser les rendements, mais aussi mutualiser les risques de ce type d'investissement. Or, ces promoteurs de SCPI, les sociétés de gestion de ces SCPI, elles cherchent des biens immobiliers dont le rendement locatif brut serait de l'ordre de, allez, au moins 8, si ce n'est 10%. Elles vont payer l'intégralité des charges, une très large part de la fiscalité et quelquefois même l'exhaustivité de la fiscalité. On y reviendra tout à l'heure. Elles vont payer les frais de fonctionnement et la gestion locative de ces biens immobiliers. Les gestionnaires locatifs de ces biens vont se payer eux-mêmes. Et en termes de service, pour le service qu'ils vous apportent, et il va résulter de tout ça probablement entre 4,5 et 5,5% de rendement, pour le coup, net de presque tout, et on va le voir, quelquefois même net de fiscalité sur les revenus que vous pourriez tirer de ces investissements. Donc, au total, on est là dans des vecteurs d'investissement qui sont extrêmement pratiques en matière de gestion, parce que finalement, vous allez faire l'investissement dans ces parts de SCPI, vous allez en tirer un revenu qui sera net de tout, et même quelquefois net de fiscalité, probablement assez rentable et net d'emmerde, ce qui est aussi pour nous qui sommes non-résidents, extrêmement pratique et attractif. Alors, pourquoi est-ce que je disais que ces investissements, ils sont nets de tout et quelquefois même nets de fiscalité? Parce que dans ce panel de SCPI qui existe, il y a des SCPI qui sont des SCPI françaises, mais investies dans le reste de l'Europe et très majoritairement en Allemagne, qui présentent l'avantage dont la fiscalité est prélevée à la source. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous qui sommes non-résidents, on va très souvent, pas toujours, mais très souvent être dans une zone d'exclusion fiscale dans laquelle le pays de résidence dans lequel on est, et c'est le cas de Singapour, de Hong Kong, de Dubaï et de beaucoup d'autres pays, ne taxe pas sur les revenus mondiaux et donc ne va pas venir me taxer pour ce que je vais gagner en Allemagne, et que comme je suis non-résident en France, je vais là aussi ne pas avoir de fiscalité à acquitter sur ces revenus. Et donc, j'ai une zone d'exclusion fiscale qui est tout à fait intéressante. Et donc, on est à la convergence de l'ensemble de ces filtres. On a des produits qui sont relativement rentables, faciles à gérer, avec peu ou pas de fiscalité et un bon niveau de rendement et avec un taux d'emmerde extrêmement faible. Donc, on a probablement un très large intérêt à regarder ces histoires de SCPI. Alors, le critère de sélection des SCPI, on en reparlera si ça vous intéresse, mais c'est évidemment l'ancienneté de la SCPI, c'est-à-dire que plus elles sont anciennes et plus j'ai de recul sur leur historique de performance, mieux je me porte. Leur capitalisation, la SCPI, c'est un outil de mutualisation, donc c'est évidemment que je mutualise plus de risques dans une SCPI qui pèse 1 milliard d'euros d'actifs que dans une SCPI qui pèse 30 millions. Quels sont ces axes d'investissement, tant géographiques, on vient d'en parler pour des raisons fiscales, que économique? Est-ce qu'elle est investie dans le secteur de la santé, dans le secteur de la logistique, dans les bureaux, dans les commerces, etc. Et finalement, de façon unitaire,
elles sont investies sur des axes d'investissement qui sont tous très différents. La fiscalité, on vient d'en parler, elle est essentiellement modulable pour la part d'investissement qu'elles ont hors de France et évidemment leur taux de rendement. Et puis en dernier lieu, et on va y venir maintenant, la capacité des banques à financer les SCPI que j'ai choisis. En fait, elles ne sont pas toutes finançables. Il y en a entre 20 et 25 qui sont aisément finançables par les établissements financiers. Et c'est évidemment, si on veut les acquérir à crédit, plutôt vers celles-ci que l'on va se tourner. Alors, je vois que l'heure passe et j'ai été, comme d'habitude, plus long que ce que j'avais imaginé. Donc, on va maintenant accélérer sur la suite de notre programme. Donc, on a évoqué ces points-là. On va parler financement. Alors, d'abord, acheter de l'immobilier à crédit, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée parce que c'est une façon de bénéficier de ce qu'on appelle l'effet de levier du crédit. En fait, l'immobilier qui s'acquiert à crédit, l'immobilier locatif qui s'acquiert à crédit, je vais enfoncer une porte ouverte et les plus aguerris d'entre vous m'excuseront, mais c'est faire de l'épargne inversée. C'est-à-dire que la banque va me prêter maintenant de quoi acquérir mon bien immobilier. Ceci étant dit, l'avantage, c'est qu'à la différence de votre contrat d'assurance vie ou de votre autre support d'épargne, dans lequel vous allez mettre seul chaque mois le fruit de votre épargne, dans l'investissement immobilier que je fais à crédit, on va être au moins 2 contributeurs au remboursement de ce crédit, donc à la constitution de cette épargne. Premier contributeur, c'est vous, évidemment, mais le deuxième, c'est votre locataire. Et l'effet de levier, le fait que la vitesse d'accroissement de mon patrimoine se fasse beaucoup plus facilement que sur des produits financiers, eh bien, c'est parce qu'on a plusieurs contributeurs au remboursement de ce crédit, au moins 2, comme on le disait, qui sont mon locataire et nous-mêmes. Et évidemment, cet effet de levier, il va s'accroître, il va être d'autant plus pertinent que la valeur de rendement qui s'entend nette de charges et de fiscalité, évidemment, que la valeur de rendement de mon investissement va être importante, c'est-à-dire la contribution de mon locataire va être importante. Alors, ceci étant dit, on rentre là dans une dimension et dans une période qui est, pour nous, investisseurs immobiliers locatifs, probablement attractive, en tout cas intéressante, et qui est un changement de paradigme avec ce que l'on a connu par le passé, qui est tout à fait intéressant, qui est celui de l'inflation. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi, je n'ai jamais connu, malgré le fait que j'ai plus de 50 ans aujourd'hui, je n'ai jamais vraiment vécu dans une période inflationniste. En tout cas, ma vie d'investisseur ne s'est pas faite dans cette période inflationniste, mais c'était le cas de mes parents et de mes grands-parents. Et ce que j'ai vu de cette époque, c'est que quand on investit en période d'inflation, on a son crédit qui est fixe dans le temps, les montants de remboursement sont fixes dans le temps, mais on a le montant des loyers que l'on perçoit qui sont eux indexés sur l'inflation et qui progressent dans le temps et qui au fil des années se rapprochent, voire de temps en temps dépassent le montant du remboursement de mon crédit. Et donc ça fait que ça diminue d'autant le coût d'acquisition de cet immobilier pour moi, et ça c'est tout à fait intéressant. Voilà. Et donc, nos parents, quelquefois nos grands-parents, ont pu bénéficier de cet effet inflationniste et dès lors qu'ils devenaient ce qu'on appelait à l'époque cash positif sur un investissement immobilier, ça leur permettait d'en faire un deuxième, un troisième, etc., etc. Si on considère qu'on a en Europe entre 5 et 10% d'inflation, même dans les 2 ou 3 ans à venir, on pourrait parfaitement considérer avoir le montant des loyers que l'on perçoit augmenter sur 3 ans aller entre 15 et 20, 25%, ce qui serait considérable parce que ça voudrait dire que le montant des loyers deviendrait extrêmement proche du montant de mon crédit. Et donc, on pourrait imaginer que dans un avenir très court, on bénéficie de cet effet de levier. Et donc, on est dans une période qui est tout à fait intéressante là, où les taux d'intérêt, même s'ils ont déjà commencé à augmenter, sont encore historiquement bas et qui n'ont pas encore monté, et ils vont monter très fort. Les banques nous disent que pour acheter de l'immobilier classique, on sera à 3% à la fin de l'année et peut-être à 4% en matière de SCPI. Et pour l'instant, on est plutôt encore entre 1 et 2. Donc, on est encore dans une période de taux extrêmement faible et en même temps,
on va bénéficier, si tout se passe bien, de cette revalorisation des loyers dont on serait à même de bénéficier. Donc, une période tout à fait intéressante probablement, et ce, quelle que soit la typologie de l'immobilier que j'acquiers. Même si l'immobilier commercial, que ce soit dans les résidences de services ou dans les SCPI, a un avantage qui est tout à fait intéressant, c'est qu'ils ne sont pas capés par un encadrement des loyers qui pourrait arriver. L'immobilier commercial n'est pas encadré par un encadrement de loyer. Donc, sur de la SCPI, par exemple, ou dans des murs de résidence de service, on pourrait imaginer, si celui-ci n'est pas capé par le bail, et dans les SCPI, il ne l'est pas, que la revalorisation de loyer se fasse exactement sur les montants de l'inflation. Et ces fameuses SCPI françaises investies en Allemagne qu'on évoquait tout à l'heure, elles ont pour principale caractéristique, par exemple, que le loyer est revalorisé immédiatement, c'est-à-dire chaque trimestre, par l'inflation, sur l'inflation du trimestre qui vient de s'écouler. Et donc, il n'y a pas cet effet retard pour bénéficier des réévaluations de loyer. Et donc, si on a, et c'est le cas, 8% d'inflation en Allemagne, en fait, les Allemands ont cette habitude d'être très transparents sur les chiffres, ce qui n'est pas toujours le cas d'autres pays européens, eh bien, on note que les loyers de ces SCPI sont effectivement revalorisés de presque 2% par trimestre, ce qui est quand même extrêmement significatif. Pour mémoire, c'était la revalorisation qu'on pouvait attendre chaque année des taux de rendement qu'on pouvait avoir des SCPI jusqu'à présent. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Probablement, l'inflation n'est pas aussi transitoire que ce que Jérôme Powell nous disait. Elle va probablement s'installer pour quelques années. Le fait de faire de l'investissement locatif est probablement la chance de pouvoir en bénéficier, alors que nos investissements financiers vont plutôt peut-être avoir du mal à se gérer pour des raisons qui ne nous appartiennent pas de traiter aujourd'hui dans ces périodes d'inflation. Alors, comment ça se finance tout ça? La SCPI, quand on a la chance d'être dans un pays qui est éligible à des financements bancaires, se finance avec pas ou très très peu d'apports. La seule chose qu'il faut pour pouvoir bénéficier d'une acquisition de SCPI à crédit, c'est de pouvoir montrer qu'on a 50 000 € d'épargne qui ne sera pas mobilisée, ni en apport ni en adossement, pour faire du financement de SCPI. Donc, c'est assez facile à financer et ça se finance de façon assez industrielle. Les dossiers de financement sont finalement assez faciles à monter. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, hein, ça répond un peu à des problématiques d'enveloppe financière dans les banques. Pendant toute la période du Covid, financer de la SCPI pour les non-résidents, c'était presque impossible. En ce moment, on a 1 ou 2 partenaires avec lesquels on peut faire ça et c'est assez fluide. Donc ça, c'est des choses qu'on peut considérer. Sur de l'immobilier plus classique, les règles d'engagement, elles sont très simples. La banque nous dit, et elles sont assez homogènes, la banque nous dit, nous, on finance 90% du projet. Donc, vous, l'investisseur, vous allez financer 10% plus les frais. Alors, 10%, c'est assez facile à calculer. Les frais, c'est une notion plus à géométrie variable, puisque les frais, ils sont extrêmement petits, ténus. Quand on fait de l'immobilier neuf, on a 2,5% de frais de notaire, on n'a pas de frais de transaction, on n'a pas de travaux, on n'a pas tout ça. Donc, finalement, quand on fait de l'immobilier neuf, on s'en tire assez bien avec 10, 15, allez, 12, 15, 17% d'apport. Donc, c'est des montants qui sont finalement assez proches de ce qu'on pourrait faire si on était résident fiscal français, mais avec l'inconvénient majeur que depuis le Covid, l'immobilier neuf, c'est extrêmement cher et qu'on n'ait rien trouvé de très glamour depuis 1 an ou 2. Donc, ça va revenir parce que les choses vont se normaliser, mais pour plein de raisons que vous connaissez évidemment, de retard de chantier, de surcoût des acquisitions de matériaux, etc. Finalement, l'immobilier neuf, aujourd'hui, il n'est pas très glamour. Et dans l'immobilier ancien, il y a beaucoup de frais. Il y a des frais de notaire qui sont de 8,5% et pas de 2,5%. Il y a des frais de transaction, c'est-à-dire qu'il va falloir s'acquitter de frais d'agence. Évidemment, potentiellement, il y a des frais d'accompagnement qui sont les nôtres qui peuvent venir s'ajouter. Et puis, quand on achète de l'immobilier ancien, il faut souvent faire un peu de travaux dedans, acheter des meubles si on les met en location meublée, etc. Donc, on se retrouve à devoir faire un down payment, un apport qui est beaucoup plus substantiel que dans l'immobilier neuf.
Ceci étant dit, et c'est peut-être la fin par ça que je vais conclure, ce n'est pas forcément dramatique parce que tout ça est un jeu à somme nulle. Ce que j'ai apporté dans mon acquisition immobilière au démarrage me permet d'emprunter un peu moins et me permettra très vite d'équilibrer les flux d'investissement de mon acquisition immobilière. Donc au total, ce n'est pas forcément un mal de devoir faire un apport au démarrage, surtout pour vous qui êtes non-résident et qui très souvent cherchez cet équilibre en vous disant que la situation que vous avez est quelquefois plus précaire que la situation que vous pourriez avoir en France. Vous gagnez mieux votre vie, mais vous n'avez pas de chômage, vous pouvez être exposé à des dépenses ponctuelles plus importantes. Et donc, quelquefois, faire ces investissements en vous disant que vous allez équilibrer les flux dès le démarrage, donc en faisant un peu plus d'apports, peut être aussi une bonne formule. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, c'est la raison pour laquelle les banques vous demandent un peu plus d'apports, c'est qu'elles veulent sécuriser les flux de vos investissements. Voilà le panel de l'ensemble de cette problématique. On a évoqué les différents filtres à poser à ces différents investissements. Donc la facilité de gestion, la fiscalité et puis la possibilité d'acquérir telle ou telle typologie de bien à crédit. C'est pour ça que dans l'eau, j'ai parlé initialement du viager. Et donc, on a probablement qui sont ressortis de tout ça un bon top 3 en termes d'investissement. En 2 minutes, parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, VIA est un cabinet de gestion de patrimoine qui existe depuis 10 ans, très largement tourné vers notre clientèle de non-résidents. On fait 3 métiers chez VIA. On a une activité de gestion d'actifs financiers, qui est un peu l'activité historique du groupe. On gère un peu plus de 400 millions d'euros d'actifs aujourd'hui, très principalement sur des contrats d'assurance vie luxembourgeois et très principalement au travers de solutions d'investissement que sont des ETF, donc des réplicateurs d'indices qui sont beaucoup moins coûteux en matière de gestion que des OPCVM. Deuxième métier, moi je suis fiscaliste de formation, j'ai 2 de mes associés qui sont d'anciens notaires et donc on est aussi très sollicité sur des problèmes fiscaux au sens large et notamment sur toutes les problématiques de transmission patrimoniale. Troisième métier, il ne vous aura pas échappé, c'est celui de l'immobilier. On a passé 457 actes immobiliers l'année dernière au cabinet. On est un acteur significatif en France de l'immobilier, sur tout type d'immobilier, tous ceux qu'on a évoqués et d'autres. Et en général, quand on vend de l'immobilier à des clients, c'est qu'on s'est assuré préalablement qu'on était capable de les aider dans le financement de ces biens immobiliers que l'on ne fait pas chez nous, mais que l'on sous-traite à des courtiers spécialisés. Voilà, on est très présent dans beaucoup de points du monde. On n'a pas des bureaux partout, mais on a des clients partout. On a des bureaux à Singapour, Dubaï, Bangkok, Bogota, dans les Antilles et à La Réunion. Voilà pour ce qu'on a à l'extérieur de la métropole. On a des bureaux en France métropolitaine, à Paris, Strasbourg, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Orléans, dans plein d'endroits. À partir desquels on traite d'une clientèle française, évidemment aussi, mais très essentiellement une clientèle de non-résidents. Voilà, et pour ma part, ça fait 10 ans que je fais ce métier-là, après avoir passé un tout petit moment dans la banque, 10 ans, et après avoir été patron d'une boîte de télécom, rien à voir avec tout ça, pendant une dizaine d'années. Je fais de la gestion de patrimoine très axée vers les non-résidents depuis quasiment mes débuts dans cet univers. Et je serais ravi de répondre à vos questions après avoir bu une gorgée. Merci Stéphane. Effectivement, on a des questions. Moi, j'ai une question avant qu'on comprenne les questions de nos internautes. On parlait de financement. Justement, en termes de budget et donc de financement, est-ce que tous ces produits, les produits que vous avez cités qui sont dans votre top 3, ils sont accessibles à tous ou à toutes les capacités d'investissement ou est-ce qu'il y a des seuils de déclenchement différents pour accueillir tel ou tel type de biens? Alors, il y a les deux. On a des produits… Alors, en achat, bon, évidemment, on va pas parler d'achat en cash. Hein. Achat en cash, une part de SCPI, ça vaut 1 000 €. Donc, ou 100 pour certaines. Donc là, il n'y a pas de limite basse, autre que la volonté d'acquérir des parts de SCPI. À crédit, je dirais que les solutions les plus accessibles sont celles des résidences étudiantes
où on trouve des très bons produits d'occasion, notamment en région parisienne, à partir de 100 120 000 euros d'investissement, des bons niveaux de rentabilité. Voilà, donc ça, c'est probablement le ticket d'entrée. En SCPI, c'est difficile de trouver une banque qui va travailler et monter des dossiers de crédit pour moins de 150, 200 000 euros. Pour une raison qui est très simple, c'est que nos partenaires bancaires qui financent de la SCPI, ils ne vont pas vous demander de contrepartie. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous demander d'ouvrir des comptes, de prendre des cartes, de mettre de l'épargne, etc., etc. Ils vendent ça, même si ce n'est pas le cas, ils vendent ça un peu comme du crédit conso. Et donc, en dessous d'un certain montant d'investissement, ça ne les intéresse pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de rendement et de rentabilité pour eux au regard du travail de la mise en place du crédit, même si les taux en SCPI sont un peu supérieurs. Et puis, donc, on a 100 000 sur 100 000 sur de la résidence étudiante, 150 ou 200 000 sur de la SCPI. Et puis, sur des appartements en colocation, il faut compter 250 ou 300 000 euros. En viager, on trouve des investissements intelligents à partir de 50 60 000 euros de bouquet et 300, 400, 500 euros de rente par mois. Voilà, c'est ça les métriques qu'on peut avoir en tête. Parfait, merci Stéphane. On va rester dans le financement avec une question de Franck. Comment s'assurer que le dossier de financement soit accepté? Est-ce qu'il y a des critères impératifs à respecter ou des faux pas à éviter? Alors oui, bon, nous, notre job, ça va être au travers des KYC, c'est-à-dire des formulaires de découverte patrimoniale qu'on va faire avec nos clients avant de discuter d'une stratégie d'investissement. On va s'assurer que si tout a bien été déclaré, on les emmène sur une piste d'investissement qu'on pourra financer. Donc, c'est un travail qu'on fait au préalable. En général, les informations que nous donnent nos clients sont très exhaustives, donc on a peu ou pas de surprises, très très rare. Et en général, quand on préconise l'acquisition d'un bien immobilier, c'est qu'on s'est nous-mêmes assuré au préalable que le bien et la personne étaient finançables. Et on n'a quasiment pas de taux d'échec, c'est-à-dire que quand on préconise un bien, c'est qu'en général, il n'y aura pas de sujet, quoi. Merci. Donc, plusieurs questions sur la fiscalité. Je vais commencer avec une question de Marie. Si j'achète un bien immobilier en France et que je paie des impôts en France, est-ce que je risque d'être également imposé dans mon pays de résidence? Ah, alors ça, c'est très intéressant et ça dépend de votre pays de résidence. Il y a deux grandes familles. Il y a les pays qui taxent sur les revenus mondiaux et les pays qui taxent pas sur les revenus mondiaux. Donc, des pays qui ne taxent pas sur les revenus mondiaux, par exemple, Singapour, Dubaï, Hong Kong, etc., ne vous fiscaliseront, si c'est le cas, que sur ce que vous gagnez dans ces pays-là. Donc là, j'allais dire, quels que soient les vecteurs d'investissement que vous faites, vous allez ou pas vous acquitter d'une fiscalité en France en fonction de la typologie d'investissement que vous avez fait, mais ça ne va pas déborder, il n'y aura pas de fiscalité complémentaire à payer dans votre pays de résidence. Et puis, il y a des pays qui se taxent sur les revenus mondiaux. La France en fait partie. Quand vous êtes résident fiscal en France, vous allez payer une fiscalité, j'ai bien dit résident fiscal, ce qui n'est pas le cas des non-résidents, mais moi qui suis résident fiscal en France, si j'ai des revenus qui sont matérialisés dans d'autres pays, je dois les consolider en France et je dois payer des impôts sur tout ce que je gagne partout dans le monde. Et il y a des pays qui sont très connus pour ça, les Américains, enfin toute la plaque US évidemment, l'Australie, beaucoup de pays européens, le Japon, vont taxer sur les revenus mondiaux. Et par conséquent, vous pourriez être à même de payer de la fiscalité dans ces pays-là. Et j'allais dire, même si vous n'en payez pas en France, par exemple, il y a des pays qui taxent sur les revenus mondiaux et pas sur les bénéfices mondiaux. Donc, il y a des pays, quand vous avez un appartement en LMNP, en location meublée, vous n'avez pas de bénéfice à cause de cette règle des amortissements qu'on évoquait tout à l'heure. En revanche, vous avez bien un revenu. Il y a des pays pour lesquels vous n'allez pas prendre en compte l'amortissement, vous allez juste prendre en compte les revenus. Donc, en fait, chaque cas est un peu unique. Mais voilà, il y a deux grandes familles, les pays qui taxent sur les revenus mondiaux, et ceux-là, il faut se poser la question, et les pays qui ne taxent pas sur les revenus mondiaux, et là, il n'y a pas de question à se poser.
Et dans le cadre d'un retour en France, puisqu'on sait que les parcours d'expatriés ils sont amenés à bouger avec certains retours en France qui soient temporaires ou bien retour en France définitif après une ou plusieurs expatriations, quels vont être les impacts en termes de fiscalité sur ce bien qui aura été acheté en France au cours de l'expatriation, donc en tant que non-résident? Alors ça, c'est complètement un des critères qu'on prend en compte dans le filtre fiscal que l'on évoquait tout à l'heure, c'est de vérifier que l'investissement ou la neutralité fiscale de l'investissement ne joue pas ou pas trop en la défaveur de l'expat quand il va rentrer. Par exemple, sur tout ce qui est location meublée, que vous soyez résident fiscal en France ou que vous soyez résident fiscal à l'étranger, et ça s'applique pour le cas numéro 3 ou le cas numéro 2, ça s'applique aussi pour les résidences de service, c'est tout aussi neutre fiscalement. C'est-à-dire ce régime d'amortissement, il est valable que vous soyez résident fiscal français ou que vous soyez résident fiscal à l'étranger. Pour les SCPI investis en Allemagne, les règles sont différentes. En fait, on va considérer qu'une fraction de la fiscalité, alors là, quand vous rentrez en France, on va considérer qu'une fraction de la fiscalité a déjà été payée à la source en Allemagne, 15,85%, et donc vous pourriez être amené à payer de la fiscalité au moment de votre retour en France si votre taux moyen d'imposition, et j'ai bien dit le taux moyen et pas le taux marginal d'imposition, était supérieur à allez, on va dire 16% pour faire simple. Et en tout état de cause, vous serez exonéré de CSG-CRDS. Donc, il y a de toute façon un intérêt à regarder ces SCPI, indépendamment du fait qu'elles sont intrinsèquement de très très bonne qualité, puisque l'économie allemande est une économie solide et fiable, et que les rendements que l'on peut en attendre sont là aussi de très bonne qualité. Mais d'un point de vue fiscal, il y a un frottement au retour en France, mais il est beaucoup beaucoup plus faible que d'avoir de l'immobilier en France en direct. Malek nous demande, j'ai investi dans un programme Pinel avant de m'installer en Afrique du Nord, au Maroc. Faut-il conserver sa résidence principale en France pour continuer à bénéficier du Pinel? Non. Alors, depuis 2018, me semble-t-il, on peut continuer à bénéficier du Pinel tout en étant non-résident. Alors, il y a un certain nombre bon, c'est une question assez rare, parce que les gens qui ont acheté en Pinel et qui sont partis après, et surtout qui ont acheté postérieurement à 2018, il n'y en a pas beaucoup. Mais on peut continuer à bénéficier du Pinel. En fait, avant, ce n'était pas le cas. Et puis, il y a un Français qui a attaqué le gouvernement au tribunal administratif et qui a dit il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une égalité de traitement des Français devant la loi. Et nous, qui sommes des Français de l'étranger, on doit pouvoir bénéficier, au même titre que les résidents fiscaux français, de ces dispositifs de réduction d'impôts. Il a gagné, il a eu gain de cause. Ça a fait jurisprudence. Et donc, tous les Pinel mis en œuvre après 2018 bénéficient de cette capacité de pouvoir réduire ces impôts de 2% de la valeur du bien qu'on a acquis pendant 9 ans et puis 1% au-delà. Alors, pour autant vous dire qu'on ne vend pas de Pinel aux non-résidents. C'est pas le truc le plus intéressant, mais il n'y a pas du tout besoin de conserver sa résidence principale en France. Et si par résidence principale vous entendez domiciliation fiscale, alors c'est une évidence que si vous êtes domicilié fiscalement en France, même en vivant au Maroc, dans ce cas-là, vous bénéficiez du Pinel. Ça, la question ne se pose pas. Là, vous êtes un ressortissant fiscal français classique. Si toutefois vous décidiez d'avoir votre domiciliation fiscale au Maroc et que votre Pinel a été mis en œuvre, c'est-à-dire que vous avez touché les premiers loyers postérieurement à 2018, alors vous pouvez quand même bénéficier de votre Pinel, votre réduction d'impôt Pinel. Voilà, j'espère que la réponse a été claire, mais elle est intéressante. Le régime du LMNP, est-ce qu'il fonctionne peu importe le pays de résidence? Non. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les pays qui taxent sur les revenus mondiaux, et j'ai bien dit sur les revenus et pas sur les bénéfices mondiaux, vont très probablement vous taxer sur du LMNP au titre des revenus et pas au titre des bénéfices. Et ça, c'est très pénalisant pour les gens qui font de la location meublée ou qui avaient imaginé faire de la location meublée avant de partir vivre dans ces pays-là. Et en fait, alors,
c'est nul. C'est que ça ne présente aucun avantage par rapport à de la location classique, parce que là aussi, de toute façon, il serait taxé sur les revenus, parce qu'il n'y aurait pas de charge déductible. En fait, cette notion de charge déductible qui permet en fait de neutraliser la fiscalité, c'est une notion très française. On compense les revenus par des charges de même nature. Donc, ça permet aussi de diminuer la pression fiscale sur du revenu foncier, notamment quand on fait des travaux. Tout ça, tout le monde sait ça. Et en fait, il y a des pays qui vont pas plus prendre en compte les travaux sur vos revenus fonciers que la charge de l'amortissement sur de la location meublée. Très bien. On va passer à une question de Mia qui nous demande est-ce que l'achat, l'investissement peut se faire à 100% depuis l'étranger sans avoir besoin d'être sur place, donc de venir en France? Oh, absolument oui, et en particulier depuis le Covid, qui nous a considérablement aidés dans toutes ces démarches. Je crois d'ailleurs que Via a été le premier cabinet de gestion de patrimoine, je crois qu'on est même le premier particulier à avoir signé le premier acte notarié complètement dématérialisé pendant ce qui avait été mis en place au moment de l'état d'urgence. On est très fiers de ça. C'est-à-dire la capacité à aller faire de la signature électronique pour des non-résidents. Aujourd'hui, que ce soit l'ouverture des comptes bancaires, la signature des procurations ou la signature des actes authentiques, tout se fait de façon complètement dématérialisée pour nos Français de l'étranger. Plus du tout besoin d'aller en ambassade rencontrer des notaires ou aller signer en ambassade. En fait, il n'y a plus que très peu d'actes qui sont des actes avec des symboliques très fortes qui se font chez les notaires, notamment les testaments ou les donations entre époux, ce genre de choses, doivent encore se faire devant notaire, mais tout ce qui est acquisition immobilière, tout ce qui est ouverture de compte bancaire, etc., tout ça, c'est complètement dématérialisé maintenant. Les avancées, notamment grâce au Covid, il y a eu on a récupéré 10 ans de retard en 6 mois au moment du Covid. Mélissa nous demande comment s'assurer de faire le bon choix en termes d'investissement. À quoi faut-il particulièrement s'attacher dans la recherche du bien sur lequel investir en tant qu'expatrié? Donc là, ce n'est pas vraiment le produit, c'est plus une fois qu'on a choisi le type de produit, comment on fait pour faire le bon choix? Je crois que la réponse, tout le monde la connaît. L'emplacement. J'ai souvent en tête, et je le disais en parenthèse dans l'introduction, les gens qui vous vendent des immeubles de rapport, alors le terme ne veut absolument rigoureusement rien dire, mais grosso modo, on vous fait acquérir des biens immobiliers dans des villes souvent un peu de seconde catégorie. Alors, je ne vais pas les citer parce que ça va vexer ceux d'entre nous qui seraient originaires de ces villes-là, mais tout le monde sait exactement ce que j'ai en tête. En évoquant des taux de rendement qui sont de 8, 10, 12%, etc. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne marche pas. Sur le papier, ça fonctionne, mais en général, sont assortis à ces niveaux de rendement des carences locatives monstrueuses, une incapacité à louer. En fait, c'est des villes dans lesquelles il n'y a pas de demande. Alors, quand il y en a, le rendement est correct, mais en général, il n'y a pas de demande. Et puis surtout, il y a des très, très fortes déconvenues à la revente parce que ces appartements, ils sont acquis. Très souvent, ils sont un peu insalubres. Alors, on va faire beaucoup de travaux dedans. On va arriver à un prix de rendement en termes de prix au mètre carré qui devient délirant. Et donc, on n'a pas du tout le rendement locatif escompté. On a souvent beaucoup de charges. Et puis, au moment de la revente, c'est la panique. Donc, moi, quand je achète de l'immobilier résidentiel, j'ai très envie d'acheter un truc dans des villes qui sont correctes. Alors, il y a des villes qui ont déjà beaucoup monté, dans lesquelles le rendement n'est pas top. Je pense que c'est un peu tard pour aller à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes. Peut-être même un peu tard pour aller à Rennes, à Strasbourg. Mais il y a des villes qui sont tout à fait intelligentes et dans lesquelles il y a des investissements très pertinents à faire. Nancy, c'est intelligent. Lille, c'est intelligent. Il y a des villes plus petites. On peut regarder Angers, Rouen. Pour les plus téméraires, on peut aller à Marseille, qui est en pleine restructuration. Il y a vraiment des trucs intéressants à faire dans lesquels il n'y a probablement pas besoin d'aller prendre des risques dans ces villes qui sont très sous-cotées. Probablement un peu tard d'aller évidemment en région parisienne ou dans ces très grandes agglomérations qu'on a citées tout à l'heure, mais ces villes intermédiaires, elles offrent des vraies opportunités d'investissement et c'est dommage de s'en priver. Très bien. En termes d'investissement, est-ce qu'investir seul, c'est risqué? Est-ce que c'est même possible ou est-ce qu'il faut obligatoirement passer par une structure d'accompagnement?
J'adore cette question parce que je peux juger partie dans la réponse, vous m'en excuserez. J'espère qu'on a une valeur ajoutée. J'espère qu'on a une valeur ajoutée. Alors, si on passe en revue les différents produits qu'on a évoqués, chercher seul du viager, c'est l'enfer. Pour vous donner un ordre d'idée, on reçoit 100 offres de viager par semaine et je pense qu'il y en a 2 par mois qui nous intéressent. Donc, c'est pour vous dire le filtre qu'on opère et sur ces trucs-là. La NuPro, c'est le financement bancaire qui serait extrêmement compliqué. Les résidences de service, c'est probablement ce qui serait le plus facile à acquérir seul. Les SCPI, je pense que tout seul, sans contact avec les courtiers qui vont bien, c'est infinançable et on ne peut pas contacter ces courtiers en direct parce qu'ils ne travaillent pas avec les particuliers. Donc, en fait, j'espère qu'on a une valeur ajoutée autre que la simple notion de faisabilité qui existe toutefois, et j'espère que l'accompagnement, le conseil et offre d'autres avantages. On va prendre une dernière question avant de terminer ce webinaire. Les investissements, est-il vraiment conseillé d'investir dans de l'immobilier plutôt que des produits financiers lorsqu'on est expatrié non résident? C'est vachement compliqué comme question. Parce qu'en fait, si les deux mondes existent ou cohabitent, c'est qu'ils ont tous les deux un intérêt qui n'est probablement pas le même. Et probablement, il faut faire les deux. Alors après, c'est une question de curseur et de volonté d'investissement. Je dirais que ça ne sert pas à la même chose. On pourrait imaginer, hors période d'inflation, on pourrait imaginer que le financier, on va commencer par là, ça sert à capter de l'épargne déjà constituée. Et moi, j'ai coutume de dire à nos clients ou nos prospects, vous ne placerez de l'argent chez nous que si j'arrive à vous faire la démonstration que placer chez nous, il sera plus rentable, toutes choses égales par ailleurs, en termes de frais, de coûts, etc., que placer ailleurs. Donc, on est un peu dans une épargne d'arbitrage. Voilà, je ne placerai mon argent chez Via ou chez FIB, notre filiale, que si placé là, il est plus rentable que placé ailleurs. Bon. Les promesses n'engageant que ceux qui y croient, on essaiera d'en faire la démonstration. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que ma capacité d'épargne mensuelle, c'est-à-dire ce que je gagne en plus de mes charges, j'aurai un effet de levier bien plus conséquent à les placer sur de l'immobilier qu'à les mettre 500 € par mois sur un produit d'épargne. J'ai des chiffres en tête et vous allez très bien comprendre. Mettre 500 € par mois sur un contrat d'assurance vie qui rapporte 4% par an, c'est déjà pas mal, pendant 20 ans, ça nécessite de mobiliser 120 000 € d'épargne pour avoir probablement à la fin un contrat d'assurance vie sur lequel j'aurai 180 000 €. À l'inverse, 500 € d'épargne par mois, ça permet d'acheter 300 000 € de SCPI à crédit. Le reste du remboursement de mon crédit étant financé par mon locataire. Donc, j'ai presque constitué un patrimoine 2 fois plus important en mettant mon épargne tous les mois sur un produit d'investissement locatif que de le mettre sur des produits financiers. Donc, c'est une façon de répondre à cette question. La deuxième, elle tient à l'inflation, qui est quand même un peu… on rentre, encore une fois, on le disait tout à l'heure, dans un paradigme qui est un peu différent. C'est-à-dire que l'inflation, ça va m'obliger à reconsidérer les choses. Si j'ai des produits financiers et que je les mets sur mon livret A, si j'ai 4% d'inflation par an et que mon livret A me rapporte 1%, chaque année, j'ai une érosion de mon patrimoine de 3%. Sur 10 ans, j'ai perdu, alors en valeur actualisée, presque 35% de mon patrimoine. Et si j'ai 5% d'inflation par an, je ne fais pas le dessin. Donc, l'inflation m'oblige à prendre un peu plus de risques. Et j'ai bien compris au travers de cette explication que si je n'ai pas fait 4 ou 5% de performance par an, l'inflation va avoir un effet d'érosion monétaire sur mon patrimoine. En immobilier, j'ai beaucoup moins cette problématique parce qu'en immobilier, ma valeur de rendement, c'est-à-dire mon loyer, va très probablement être indexé sur l'inflation. Alors, plus ou moins encadrement des loyers, plus ou moins d'autres paramètres, plus ou moins la fiscalité, voilà. Mais grosso modo, mon revenu, il va être indexé sur l'inflation. Et comme la valeur de mon sous-jacent, c'est-à-dire de la valeur de mon bien immobilier, et c'est vraiment complètement vrai en matière d'immobilier commercial, est une valeur actualisée de ma valeur de revenu, parce qu'en général, il a moins de valeur intrinsèque, normalement, en termes de valeur, il devrait aussi
même si c'est avec un peu d'effet de retard, progresser sur la valeur de l'inflation. Et donc, mon patrimoine est beaucoup mieux protégé en immobilier, même acheté cash, en période d'inflation, en théorie, que sur des valeurs financières. Voilà. Alors, j'aurais tendance à dire que cette période de baisse des taux, elle a été très bénéfique pour les produits financiers. Et on l'a tous vu, hein, les bourses sont, même encore maintenant, elles ont des zooms extrêmement hautes, ça a beaucoup monté, probablement ça n'a pas fini d'ailleurs, ça peut rebondir après une période de baisse, mais l'immobilier qui a beaucoup monté aussi pourrait poursuivre son ascension, modulo une toute petite chose qui est que si les taux explosent à la hausse, ça risque d'avoir une petite, à court terme, une incidence sur la valeur des biens immobiliers. Bon, digression un peu longue pour répondre à cette question, mais c'est probablement en ces critères-là qu'il faut faire son choix d'allocation d'actifs. Merci Stéphane. Je vous propose de clore ce webinaire à présent. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces informations. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Pour toute question complémentaire, si vous voulez avoir des questions plus précises ou parler de votre projet, n'hésitez pas à contacter Stéphane et son équipe. L'adresse est affichée sur votre écran, je la remets dans le chat. Donc, c'est s.moller@via-app.com. Voilà, vous pouvez la retrouver dans le chat, n'hésitez pas. Et puis, pour toute question liée à votre projet d'expatriation, je vous donne rendez-vous sur le forum d'expat.com. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup et merci pour toutes ces questions. On n'a pas répondu à tout, mais effectivement, je serais ravi de m'entretenir avec chacun d'entre vous individuellement.